on souhaitait organiser un deuxième temps pour évoquer avec vous la campagne et les engagements qui sont les nôtres. Bon, on va dire plutôt que c'est sur le rythme des échanges que les choses peuvent se faire, les interrogations qui doivent être nombreuses dans une campagne qui est claire et donc un temps de préparation qui l'est tout autant. N'hésitez pas à nous interroger les uns les autres. En plus, on est enregistré, on aura la primeur d'être diffusé publiquement. Donc c'est une campagne qui est forte d'abord d'un soutien massif des élus locaux, puisque 72 maires sur les 84 que compte la circonscription nous ont d'ores et déjà témoigné leur soutien. Ce soutien nous a humblement surpris avant le premier tour, évidemment. Une fois passée cette surprise et cette satisfaction, eh bien, on a cherché les raisons de cette grande marque de confiance de la part des maires de la circonscription, et on l'a trouvé finalement dans ce qu'on était comme conseillers départementaux, élus locaux au service du territoire depuis des années, c'est-à-dire une forme de confiance qu'ils ont déjà mis à l'épreuve en nous sollicitant, en demandant de soutenir des projets, en demandant de soutenir des demandes de subventions pour les équipements qu'ils comptaient développer dans les communes et les communes rurales, ce qui évidemment reste un point important de notre manière de concevoir l'aménagement durable du territoire. Donc voilà, une marque de confiance qui en fait est le fruit d'un grand travail que nous accomplissions peut-être discrètement jusqu'à maintenant auprès des maires. En tout cas, on en est évidemment sorti ragaillardi, renforcé. Donc cette campagne se déroule évidemment dans des conditions particulières. Le débat national, on ne peut pas dire qu'il est d'une grande stabilité, on ne peut pas dire qu'il est d'une grande clarté dans l'esprit d'abord des hommes et des femmes politiques, et donc par conséquence, dans l'esprit des Françaises et des Français. Il y a un dernier exemple en date, c'est la prise de parole du président de la République hier soir, qui dit aux Français qu'on est au bord de la guerre civile. C'est absolument pas raisonnable. C'est absolument pas raisonnable. La démocratie, c'est pas la guerre. Les institutions de la Ve République ont été éprouvées depuis 1958 par des événements de guerre. Voilà. On n'utilise pas des termes quand c'est pas des termes appropriés. Voilà. La guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et la France, elle n'est pas dans ses frontières intérieures en guerre. Elle est dans un débat démocratique majeur. Elle est dans un moment démocratique important où toute la parole politique a son importance, peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les idées des uns et des autres. Quand on est en guerre, on ne va pas aux urnes, on n'a pas le temps d'aller aux urnes. Donc, je trouve que la dramatisation de la situation par le président de la République est pas acceptable. En tout cas, moi, je trouve que c'est déplacé. Chacun peut considérer autrement les choses, mais en tout cas. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, par contre, comme option politique que nous présentent finalement les grandes formations politiques nationales? On a le choix de l'extrême droite, on a le choix de l'extrême gauche, on a le choix de la majorité présidentielle. Nous considérons qu'il existe une autre option, un autre choix, qui est le choix d'élus de terrain, d'élus libres, d'élus indépendants, qui ne voteront que des lois de bon sens, qui viennent des Françaises et des Français, pas de la technostructure. Donc il y a une quatrième voie qui est possible. Cette voie, elle existe déjà, elle existe depuis peut-être longtemps. Il y a il y a deux députés non inscrits à l'Assemblée nationale qui se sont regroupés ensemble dans la précédente législature dans le groupe LIOT, Liberté, Indépendance, Outre-mer, Territoire. Ça veut bien dire que dans ce pays, résumer la parole démocratique à trois options, c'est encore une fois
prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Les Français ne sont pas des enfants, c'est pas des bébés. Ils comprennent très bien les enjeux de la politique. Ils comprennent très bien les programmes des uns et des autres. Et ils comprennent parfaitement les conséquences de leur voix. Voilà. Évidemment. Nous, on considère que notre liberté, notre indépendance est une force pour engager le territoire dans la défense de ses intérêts à Paris. Voilà. Vous parlez d'engagement. Oui. Ça va être quoi vos engagements justement si Vous en avez effectivement un certain nombre sous les yeux. Les engagements qui évidemment correspondent aux principales attentes, qui ont expliqué en tout cas un mouvement de colère, un mouvement de ras-le-bol, un mouvement de peur, alimenté par ailleurs, sur des mesures qui doivent être des mesures qui répondent à la fois aux enjeux, aux besoins, et qui soient finançables. Finançables et acceptables pour le budget de la France. Ça veut dire que si je reprends le débat du moment sur les pas en arrière des formations politiques en matière de retraite, de TVA sociale, de pouvoir d'achat, etc., nous, les choses, elles sont évidemment plutôt claires à cet égard. Premier sujet, c'est évidemment le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. La situation des retraités, la situation des étudiants sont aujourd'hui des catégories de Françaises et de Français, qui ne vivent pas décemment, malgré quelques augmentations qu'il y a pu avoir par le passé, qui ne vivent pas décemment des pensions ou des droits qui leur sont offerts. Et donc, dans ce sujet-là, il y a également le sens de la valeur travail. La valeur travail dont plus personne ne parle. On a l'impression que pourtant cette France qui travaille, cette France qui se lève tôt, ne voit pas tout simplement le fruit de son travail au fond de sa poche ou récompensé à la fin de chaque mois ou tous les ans. Donc il y a un sujet sur la revalorisation des pensions de retraite, évidemment, il y a un sujet sur la défiscalisation intégrale des heures supplémentaires, il y a un sujet sur la valeur travail, il y a un sujet sur l'instauration d'un bouclier tarifaire en matière d'énergie, je parle d'électricité et de gaz. Je rappelle simplement que le programme électrique français, le programme nucléaire français a été payé avec l'impôt des contribuables et que aujourd'hui, s'être inscrit dans le marché européen de l'électricité est une grande difficulté pour les gouvernants nationaux pour prendre des décisions simples. Il y a plusieurs mois de ça, j'avais signé, et j'en suis toujours un fier signataire, une lettre à l'intention de Bruno Le Maire pour demander la réformation du marché européen de l'électricité. Parce qu'il n'est pas normal que dans des situations de crise, quand nous on est capable d'exporter notre électricité à l'étranger, au moment où la France en a besoin, les Françaises et les Français en ont besoin, on ne tout simplement bénéficie pas du fruit de l'investissement des contribuables pendant 40 ans avec le programme nucléaire de Pompidou par exemple, etc. Donc c'est vraiment, ce sont des engagements de bon sens. À l'épreuve peut-être même des dogmes politiques, tout simplement des choses qui sont très concrètement faisables. On peut parler d'école. Il y a eu une bonne mesure qui existe et qui a été le dédoublement des classes de maternelle et de CP, etc., dans les écoles primaires. On a vu très rapidement les effets de cette mesure de dédoublement des classes, avec des améliorations significatives des résultats en un très court terme, en matière de lecture et de mathématiques. Il faut généraliser cette mesure, qui aura un coût, évidemment, pour l'ensemble de l'école primaire. Pourquoi il faut faire cet investissement d'avenir? Parce qu'investir sur les enfants, c'est investir sur l'avenir. Permettre aux enfants d'arriver plus forts au collège, alors que c'est une transition difficile, leur permettre d'avoir toutes les qualités prêtes à affronter l'enseignement du collège et ensuite tout simplement la vie d'un adolescent, sont des choses qui, à terme, sont pas perdues. C'est pas un investissement à perte.
Investir dans l'école, c'est pas de l'investissement à perte. Donc la priorité est, à mon sens, en tout cas, évidemment, les écoles maternelles et primaires et l'université. On a un beau modèle d'université publique, laïque, républicain, gratuit. Les frais de scolarité sont peu élevés, j'en suis moi-même l'un des défenseurs et le fruit. La situation des étudiants d'aujourd'hui n'est pas celle que moi j'ai connue il y a 20 ans, même s'il y a 20 ans, il a fallu que je travaille pour financer mes études. La situation de précarité est plus forte aujourd'hui, elle est beaucoup plus forte. Ça tient à deux choses, la question des bourses et la question des APL étudiants. Je suis désolé, je ne considère pas que ce soit qu'il était de bonnes mesures de réduire les APL pour les étudiants. Si on veut soutenir nos étudiants, il faut tout simplement leur permettre, au-delà même d'un engagement qu'ils pourraient avoir dans un contrat étudiant pour travailler de 8 heures ou de 10 heures, il faut leur permettre tout simplement d'étudier en sérénité, pas se demander si ils vont pouvoir payer leur loyer le 15 du mois. Voilà. Ça c'est du pragmatique, parce que je connais bien le milieu universitaire, parce que j'y enseigne humblement et simplement, et je vois bien les difficultés qu'ils ont tout simplement à pouvoir étudier dans un système qui pourtant offre cette possibilité. Je parle même pas d'hypothèse où on a des amphis archibondés, mais enfin, on peut tout accepter à condition qu'on est capable de vivre dignement, dans la condition qui est la sienne. Donc les retraités, les enfants, les étudiants sont évidemment pour nous, les enfants jeunesse, les axes prioritaires de nos engagements. Une préoccupation qui est extrêmement importante, à la fois pour la sécurité et finalement nos communes rurales, c'est la place de l'incivilité et du sentiment d'insécurité dans les communes. Il y a des choses qui peuvent être mises en œuvre s'il y a une volonté politique. Réformer le statut du garde champêtre, c'est une proposition de travail de Guy Bricout, que nous reprenons un autre. Quoi qu'on en dise, la disparition des gardes champêtres par un corps qui est celui des policiers municipaux n'a pas conduit à un remplacement à l'identique du service rendu à la population. Les missions ne sont pas les mêmes, les fonctions ne sont pas les mêmes, et les attentes ne sont pas les mêmes. Donc c'est un statut qu'il faut moderniser, évidemment, et permettre à l'échelon, en tout cas, probablement intercommunal et pas communal, vu l'état de difficulté des finances des communes rurales, en tout cas qu'il faut réinventer, comme le sujet de vidéotranquillité. Quoi qu'on en dise, un maire d'une commune rurale, dans un mandat, il aura beaucoup de difficultés à sortir un équipement. Deux, c'est même pas compliqué, mais un, parce que les dotations ne sont pas au rendez-vous, parce qu'il ne peut compter que sur les partenariats des grandes collectivités territoriales, et parce que demain, il pourra compter sur nous pour défendre les dossiers qui sont à l'État en termes de subventions. Mais c'est un équipement. Cet équipement, c'est des années de travail, des années d'études, des années de contraintes administratives qu'on impose aux maires et aux élus locaux pour rénover une école, rénover la mairie, réhabiliter une église qui est en cours qui a un besoin de réhabilitation. Ça prend déjà des années à préparer ce dossier. Il n'y en aura qu'un pendant le mandat. Et les risques sont de 2 ans que les incivilités sur cet équipement se produisent par la suite et qu'il ne soit pas financé. Si les électeurs nous font confiance, il faudra, et nous soutiendrons, les projets de vidéotranquillité des équipements publics, communaux, qui seront déposés par les maires, évidemment, comme nous soutiendrons les demandes de subvention des communes, comme nous le faisons aujourd'hui, nous le ferons évidemment encore demain. Pas forcément là pour décliner, pour parler, n'hésitez pas à m'interroger ou à parler d'autres sujets le temps que je prenne une gorgée de café.
En rôle de suppléant, qu'est-ce que vous allez vous faire? Alors le suppléant, c'est la partie complémentaire du député, hein. Le suppléant, c'est le relais de terrain. C'est celui qui va être sur le terrain pendant que le député va être à l'Assemblée. C'est celui qui va écouter, qui connaît parfaitement la population. Bon, moi, effectivement, je suis maire, donc les problématiques des Français, des Caudrésiens, des habitants du Cambrésis, des habitants du Caudrésis-Catésie, de l'Aglo, etc., je les connais, je les vois tous les jours, je les rencontre tous les jours. Les problématiques des maires, je les côtoie tous, que ce soit dans mon mandat de vice-président de l'Aglo, je côtoie les maires de la CA2C, en tant que conseiller départemental, je côtoie les maires du canton de Caudry, donc on connaît ça parfaitement. Donc on vous disait tout à l'heure, nous, ce qui est important pour nous, c'est notre indépendance. On n'est pas un féodé, on va pas être des pantins à qui on va dire voilà, tu votes ça et tu t'écrases. Non, nous on a notre indépendance, on a notre intelligence et on va voter des lois de bon sens comme l'a fait précédemment Guy Bricout. Sans esprit partisan, des lois qui vont venir de la base, parce qu'aujourd'hui, malheureusement Nicolas le disait tout à l'heure, aujourd'hui on décide dans les grandes sphères parisiennes de ce qu'on va appliquer dans les petites communes rurales. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de prendre ce qui se passe sur la base, les problématiques de la base, et de les décliner. Voilà, tout simplement. Donc moi je vais être l'oreille attentive de Nicolas sur le territoire pour écouter, pour proposer ces lois, pour expliquer les problématiques que rencontrent nos habitants, que rencontrent nos maires, et puis pour proposer ces lois qui vont faire avancer les choses, nous l'espérons. Il y a une question aussi qui est prépondérante sur le territoire. Je sais que chacun dans vos fonctions respectives, vous accordez beaucoup d'attention, c'est la mobilité, ce qui est aussi à la base de beaucoup de choses sur le territoire. Donc je vois à développer les liaisons un peu comme Brésil-Paris. Le train, c'est quelque chose de compliqué ici à Cambrai, dans le Cambrésis. Et l'étude de la gratuité de l'autoroute sur le contournement nord de Cambrai, comment ces deux choses peuvent se mettre en place. Il y a également une troisième chose qui est le déploiement des schémas de mobilité douce, c'est-à-dire des schémas cyclables. Sur ces trois sujets, le territoire a des idées, a une ambition, a des projets. Sur ces trois projets, sur ces trois items que vous évoquez, la parole de l'État est absolument pas claire. Le soutien n'est pas marqué. Les financements ne sont pas acquis. Un maire qui doit reconvertir une voirie communale pour faire une piste cyclable, aujourd'hui, il ne peut compter que sur lui et sur le département du Nord. Le département du Nord qui veut faire des pistes cyclables ne peut compter que sur lui et sur les intercommunalités. L'État est absolument absent alors qu'on est en permanence sur des injonctions de transition écologique et solidaire descendante. L'État est absolument absent. Sur la question des lignes ferroviaires et des liaisons ferroviaires, l'État ne répond pas aux interrogations de la région depuis plusieurs mois sur le sujet du service express régional. La région a une ambition, je vous renvoie aux échanges entre Xavier Bertrand et Patrice Vergrit à ce sujet. Patrice Vergrit a aussi une ambition, les deux finissent par se rejoindre, mais surtout, quelle est la place des financements de l'État dans ces sujets qui sont d'abord des sujets d'infrastructure ferroviaire. C'est un projet qui est devant nous, le service express régional. L'État doit avoir une parole claire, doit clairement affirmer son soutien. Le projet tel qu'il est dessiné aujourd'hui par Xavier Bertrand est un beau projet. Il permettra sûrement d'améliorer les choses, mais il ne pourra se réaliser que si l'État est au tour de table financier. Comme l'État a dû être au tour de table financier pour le canal Seine-Nord-Europe. Les tergiversations sur les grands chantiers d'infrastructure, puisque le CERF est un grand chantier d'infrastructure, estimé aujourd'hui 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros aujourd'hui, quand le canal Seine-Nord, c'est 5 milliards d'euros. L'État ne prend toujours pas de position claire sur le financement de ce service express régional, qui a une autre porte d'entrée que la simple amélioration du cadencement entre Cambrai et Lille, et donc le Cateau Caudry Cambrai-Lille. Sa porte d'entrée, c'est également l'attractivité du territoire. Si l'État et la puissance publique jouent petit bras sur ce dossier,
l'attractivité des territoires se fera autour des territoires qui sont couverts par ce service express régional. C'est-à-dire le bassin minier, la Flandre intérieure et la couronne de la métropole lilloise. Et quel est, dans ces conditions, l'avenir des territoires de l'Avesnois, de la Thiérache, du Cambrésis, quand demain vous serez à 20 minutes en train de Lille, tout en étant à 40 km de celui-ci? On aura un sujet qui est plus qu'un sujet de mobilité au travers de ce dossier, qui est un sujet d'attractivité du territoire. Sur la création de bus à haut niveau de service entre Cambrai et Caudry-le-Cateau, l'État doit être partenaire. L'État doit exprimer des choses. Les deux communautés d'agglomération ont déjà travaillé beaucoup sur ce sujet, mais ce n'est pas financièrement à leur seule portée. L'État lance des appels à projets en permanence, et lorsque les territoires expriment des besoins, on n'a pas de réponse à part déposer à l'appel à projet. Et sur les mobilités douces, c'est la même chose. On a besoin que les territoires soient accompagnés par la parole claire de l'État sur différents caps. Parce que finalement, ce problème de mobilité, d'attractivité, c'est plus globalement un problème de cap dans toutes les politiques publiques aujourd'hui. Un cap qui n'est pas dessiné par le président de la République, de ce fait une méthode qui n'est pas consolidée pour co-construire la décision politique, et des décisions qui tombent de manière assez violente, aussi violente que la dissolution, dans les territoires, et qu'il faut ou accepter ou mettre en œuvre. On a besoin, au-delà de ça, de refonder la trajectoire politique de la France. Et c'est d'abord ça la première chose. À partir du moment où vous avez un cap, une ambition, la réaffirmation de la fierté de la France, la réaffirmation que la France est un grand pays. C'est un grand pays, c'est une grande puissance économique, une grande puissance industrielle, une grande puissance culturelle, scientifique. Arrêtez de tomber en permanence dans les éléments de peur et de marasme des grandes politiques nationales, qui ferait bien mieux de considérer que la France est un grand pays, de le dire, de partir de cette fierté pour déterminer une ambition collective, parce qu'il s'agit de rassembler l'ensemble des Françaises et des Français, pour ensuite traduire une trajectoire jusqu'à la fin du quinquennat de M. Macron, puisque ça va pas être la bordélisation et la bardélisation pendant 2 ans et demi. En tout cas, c'est pas le message que nous on porte. On dit que la France est capable de se rassembler à partir du moment où une ambition collective est portée. C'est aussi ce que humblement cette candidature exprime. La fierté d'être français, la fierté d'être du Cambrésis, puisque nous sommes évidemment du territoire, nous y travaillons sur ce territoire depuis longtemps, et à chaque fois que c'est possible et nécessaire, que l'État accompagne les énergies locales, l'énergie des maires, l'énergie des entreprises, les grands chantiers d'infrastructure, le canal Seine-Nord, Yvalet, le port intérieur du canal, l'échangeur autoroutier qui permettra de desservir ce pôle économique européen que je viens de citer, la gratuité de la SANEF. La SANEF est en fin de concession à l'horizon 2030. C'est à un niveau central, ministère des Transports, SANEF, que se posera la question d'obtenir ou pas la gratuité de la portion entre Tain-l'Évêque et Fontaine, qui aurait l'avantage d'être rapidement mise en œuvre, d'éviter de consommer du foncier agricole pour créer un contournement, et de dépenser l'argent du département du Nord, parce que ça coûtera au bas mot 120 millions d'euros. Sauf que on a besoin d'une réponse en termes d'accessibilité de l'Ouest cambrésis. Et en l'état actuel, cette étude menée par la CAC et le département doit permettre et conduire à ce que l'État prenne une position. On sera une équipe du territoire, je serai un député du territoire, c'est les habitants de confiance. Donc évidemment, les dossiers d'aménagement durable du territoire sont pour moi les dossiers prioritaires, ceux que je citais tout à l'heure. Vous avez évoqué le groupe Lyot tout à l'heure. Vous allez, si le groupe survit après les élections, vous allez l'intégrer. Vous allez l'intégrer. C'est une bonne question. Si le groupe survit, le groupe Lyot, c'est le groupe Liberté, Indépendance, Outre-mer, Territoire, qui n'est pas dans la majorité présidentielle.
Si je retrouve à l'Assemblée, je crois 25 collègues députés pour constituer un groupe de gens qui ont leur territoire au cœur, la France comme boussole, l'indépendance d'esprit, qui ont des idées et des valeurs, mais qui ne sont pas partisans. Oui, c'est dans cette logique-là que je m'inscrirai. Comme Guy Bricout avant moi, comme François-Xavier Gillain avant moi. C'est naturel, quoi. Oui. Vous savez, l'indépendance d'esprit chez les gaullistes, pour ce qu'il en reste, en tout cas de traduction réelle de la pensée gaulliste, c'est partie de l'ADN finalement. Une forme de raideur et de droiture plutôt que de raideur dans ce qu'on estime être la place que doit avoir l'intérêt général dans toute décision publique. L'intérêt des Français. L'intérêt des Français, l'intérêt de tous les Français. Et l'intérêt de la France doivent présider à toutes les mesures, mesurettes, travaux législatifs, travaux des ministères, décisions réglementaires, normes, contraintes administratives. Tout ça doit présider et libérer l'énergie de la France. La complexité administrative aujourd'hui, que ce soit pour les entreprises, les habitants, les maires, c'est entre 1,5 point et 2 points de PIB par an. Quand vous connaissez la nature et la hauteur de notre PIB, vous imaginez le coût de la surtransposition de normes. C'est absolument inacceptable et ça fait partie des choses où il faut très clairement, et je citerai Pompidou, c'est le seul gros mot que je dirais aujourd'hui, arrêter d'emmerder les Français. Il avait déjà raison il y a 40 ans, on ne l'a pas écouté, on a redécouvert cette citation à l'occasion de son cinquantenaire, de son anniversaire. Il faut que ça se traduise vraiment, il faut libérer les énergies. Voilà, il faut libérer les énergies. C'est une question un peu délicate aussi. Bon, il n'y a pas de question délicate. C'est un cas de figure assez improbable dans le Cambrésis. Mais imaginons un second tour où on a un candidat de gauche et un candidat RN. Vous échapperez pas à la question, la consigne de vote. Ah, la question, elle n'est pas délicate. Non seulement on sera au second tour, et moi je fais confiance aux électeurs qui me remporteront cette élection. Mais imaginons que ça... Non, j'ai pas besoin d'imaginer. Je suis pas là pour être... Je porte la voix du Cambrésis et cette voix, elle est gagnante. Je porte la voix d'un Cambrésis qui se bat, je porte la voix d'un Cambrésis qui ne renonce pas. Je porte la voix d'un Cambrésis qui se rassemble, d'un Cambrésis uni. Je n'imagine pas un seul instant que cette situation se traduise autrement que par la confiance des électeurs pour nous porter comme députés de notre territoire à Paris. Je peux me permettre de petits... Alors effectivement on a évoqué notre programme, c'est quelque chose d'important, mais moi je voulais vraiment insister sur le fait que les habitants du Cambrésis vont quand même jouer leur avenir. Un député, c'est pas seulement quelqu'un qui va proposer des lois, c'est quelqu'un qui va être l'ambassadeur de son territoire. Et pour être un bon ambassadeur de son territoire, il faut le connaître, il faut l'avoir dans les tripes, il faut y être né, il faut connaître les gens, il faut connaître les maires, il faut connaître les agriculteurs, il faut connaître tous ces gens-là. Et Nicolas et moi, on est vraiment l'incarnation de ce modèle. C'est quelque chose de très important. Et puis après, tout à l'heure, on parlait de courant politique. Moi, mon mentor politiquement, c'est Jean-Louis Borloo. Et Jean-Louis Borloo, il avait cette ouverture d'esprit de pouvoir travailler avec tout le monde. Et il a fait avancer le Valenciennois et l'Amandinois comme jamais le Valenciennois et l'Amandinois n'ont avancé. Et c'est ça qu'on veut, nous. On veut pas être des gens bornés, on veut pas être des outils politiques. On veut être des gens libres, passionnés de leur territoire et qui sont là pour défendre les intérêts des habitants de leur territoire et de faire avancer leur territoire. Comme l'a fait Guy Bricout. Voilà. Entièrement d'accord avec Frédéric Bricout. J'ai dit un gros mot, mais je le termine. J'ajouterais simplement que le terme programme qu'il emploie est assez ambitieux, parce que ce sont des engagements. J'entends que les uns et les autres trouvent que c'est pas assez détaillé. Attendez, il faut voir dans quelles conditions cette campagne se déroule. 3 semaines après une décision brutale du président de la République, on prend ce qu'on appelle nos premiers engagements. Bon, je trouve que les engagements correspondent plus à un programme. Et donc je suis d'accord avec Frédéric, sauf sur ce point. Et la deuxième chose, il a raison, il l'a pas dit.
qu'on va faire demain, on le fait déjà depuis très longtemps dans notre territoire. On n'a jamais demandé à un élu, à un habitant, quelle était son étiquette politique pour l'aider ou pour le soutenir. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, on travaillera avec évidemment tout le monde parce que c'est l'intérêt du Cambrésis qui primera et de la France. Et nous étions là pour Terros, nous étions là pour Bitoni, et nous étions là pour tous les combats du Cambrésis. Voilà. Sans opportunisme. On n'est pas arrivé comme ça. Bon, je pense que le message personnel, il est passé. Bon. Est-ce que vous avez peur de ne pas passer? Michel Debré avait une formule qui résumait bien ce qu'est la vie politique. Pour 5 victoires, il faut s'apprêter à perdre 4 fois. Il le disait pas forcément dans des termes comme celui-ci. Lui qui a échoué de nombreuses fois à être député de la Réunion, alors qu'il est le père de la Constitution, en tout cas la plume du général de Gaulle qui a écrit la Constitution de la Ve République. La défaite fait partie de la campagne. Pourquoi on est candidat? On l'a dit, on l'a écrit, mais parce qu'on a le Cambrésis dans le cœur. Parce que un engagement politique dans une situation comme celle-ci, celle que traverse notre pays, où on veut finalement essayer de fracturer, de diviser le pays. Quand notre engagement, c'est un engagement de rassemblement, c'est un engagement de fierté, c'est un engagement au service. On n'a pas peur de porter cette conviction-là dans une élection, parce que c'est ça la vie démocratique, c'est ça la vie politique. Vous parlez plutôt, quand on vous écoute parler, vous parlez plutôt de la passion qu'Adam Bordeaux. Avant tout, c'est une passion du Cambrésis. C'est une passion d'un territoire qu'on aime. C'est la passion amoureuse. La passion de ses habitants. Voilà, c'est l'amour du territoire, oui, bien sûr. Mais je suis comme ça, on est comme ça. On est entier, on a du caractère, on est libre, on est indépendant. Celles et ceux qui me connaissent dans l'Ouest Cambrésis ne sont pas surpris. Dans le Catésie, ils me découvrent. Inversement, la même chose pour Frédéric, si on inverse. Mais on est comme ça, on ne triche pas. Voilà, on triche pas. C'est un formidable moment démocratique pour dire que finalement, le Cambrésis a des atouts. Le Cambrésis a une trajectoire de développement dans les 10 ans qui est extraordinaire. Le taux de chômage est en dessous de 10%, c'est toujours trop. Mais il est en dessous de 10%, c'est historique. On continue. Et que derrière nous, c'est pas que nous. Derrière nous, c'est le président de la CA2C, maire du Cateau, Serge Siméon. Derrière nous, c'est les conseillers régionaux et départementaux de cet arrondissement. Nathalie Drobino, Anne-Sophie Boisseau, Sylvie Labadin, Sylvie Claire, Yannick Caremel. Derrière nous, c'est une population qui dit on croit en la chance, en les chances qu'ont le Cambrésis, demain, d'être plus fort, plus sûr, plus solidaire, encore plus fier de ce qu'il est aujourd'hui, demain. C'est quelque chose de très important, hein, Nicolas, tu le soulignes. Nous, les entreprises, on les côtoie tous les jours. On a eu le plaisir d'en installer, Nicolas, on a eu le plaisir d'en installer beaucoup, puisqu'il est président de la comité d'agglomération de Cambrai. Et moi, je suis vice-président en charge du développement économique à l'agglomération du Caudrelier-Catésie. Et on connaît parfaitement ces entreprises. Et ces entreprises, vous savez, c'est compliqué pour une entreprise de s'installer en France, administrativement, etc. Et elle a besoin de l'appui, des politiques locaux, et elle a besoin de confiance. Et elle a besoin de s'installer dans un territoire qui soit un territoire modéré. Malheureusement, si on devait passer aux extrêmes demain, je peux vous dire que ce serait une catastrophe économique pour le Cambrésis. Parce que les entreprises diraient, je ne sais pas comment ça va se passer, c'est quelque chose qui va être instable, situation instable, et elles hésiteraient beaucoup pour s'installer en Cambrésis. Aujourd'hui, elles savent qu'on est un territoire modéré, un territoire uni, et que tout se passe bien. On a un sacré problème aussi dans notre Cambrésis-Caudrelier-Catésie, c'est la santé, plus de médecins. Et pour avoir un rendez-vous, il faut 15 jours. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour remédier? Parce que Frédéric,
On voit dans le secteur du Codrésis, il se bat aussi pour faire venir des médecins, mais c'est un sacré problème aussi partout même. Il y a plusieurs sujets. D'abord, l'absence de prise en compte sur le long terme de ce problème de démographie médicale. Évidemment, les choses auraient dû être réglées bien avant qu'on soit confronté à cette situation où les médecins ont plus de 1000 patients. Et évidemment, dès qu'ils partent en retraite, d'un seul coup, c'est une vraie difficulté, une vraie peur pour les personnes les plus fragiles, c'est une peur pour les parents avec leurs enfants, etc. Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, il faut aller plus loin, notamment sur le recours au numéro 15 pour l'appel des soins non programmés. Il faut faire plusieurs choses. Sortir les décrets qui permettent à des internes de médecine générale de 4e année de prendre des patients. Ces décrets, ils sont pas sortis et demain ça donnera une bouffée d'oxygène au traitement et à l'accès aux soins des patients, tout simplement. C'est pas tout simplement, mais c'est absolument un vrai sujet. Il faut, et je dis bien il faut, conforter des modèles de maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires. Quand les praticiens, tous les praticiens le souhaitent, sur le modèle de ce qui a été fait à Gouzecourt, en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est l'agence de l'État dans ce domaine, c'est un modèle qu'il faut conforter et qu'il faut déployer. Il faut se battre pour obtenir, pour les centres hospitaliers de Cambrai et du Cateau, et donc pour le groupement hospitalier territorial du Hainaut, le bénéfice de la médecine nucléaire. C'est pas normal que dans ce territoire, il n'y ait pas de PET scan, quand d'autres territoires en sont déjà dotés et en veulent encore d'autres. Il faut aussi donc de l'équité en matière d'infrastructures, de médecine et notamment la médecine nucléaire. Sujet sur lequel je travaille déjà pour déposer la candidature du territoire pour accueillir cet outil. Voilà un certain nombre de mesures très rapides, très concrètes. Et sur ce sujet qui est complexe, le statut du remplaçant, il y a évidemment le statut du médecin remplaçant qui aujourd'hui est d'une évanescence, voilà, qui n'existe pas, quoi. Celles et ceux qui le souhaitent, qui exercent en remplacement, c'est aussi parfois un choix, doivent pouvoir le faire. Ceux qui veulent mettre fin à la précarité de ce statut doivent avoir pour moi cette liberté de choix. La réglementation actuelle ne le permet pas. En attendant tout simplement que les facultés de médecine, et ça prendra encore quelques années, permettent l'installation de médecins dans un territoire dont le cadre de vie est en permanence une préoccupation pour les accueillir. Ceux-là et les cadres d'entreprise, et donc des investissements qui bénéficient également aux communes et aux habitants de ces communes. Faire la promotion de la maîtrise de stage. On a en matière universitaire, évidemment, ce sujet, ce qui est le U de MSPU, la maîtrise de stage. Donc c'est des médecins généralistes qui prennent la maîtrise de stage en faculté de médecine. Donc on a pendant 4-5 ans, j'ai envie de dire, un petit panel de mesures à prendre avant d'attendre l'amélioration de la démographie médicale. Mais ça, il faut que ce soit maintenant, quoi. Voilà, c'est maintenant. Le problème, il est déjà réel pour les patients depuis 2023 déjà. Et j'en termine avec le sujet de la médecine nucléaire. Ça se traduira nécessairement par l'arrivée de médecins spécialistes en oncologie, en lutte contre le cancer, avec évidemment toutes les professions paramédicales attachées à ça, à la radiologie attachée à ça, etc. etc. C'est la candidature urgente sur laquelle nous travaillons, puisqu'il faut la déposer en mars de l'année prochaine. Et moi, c'est déjà un dossier extrêmement actif avec les 2 présidents de conseil de surveillance et les 2 directeurs d'hôpitaux. Les présidents des conseils de surveillance de Cambrai étant M. Villain et celui du Cateau étant M. Ciné. C'est concret. Merci. Merci de vous être rendu disponible. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Maintenant que vous l'avez en version papier, tout le monde peut en prendre un. Et puis en tout état de cause, dimanche 30 juin, que les gens aillent voter. Voilà. Il sera à Cambrai le dimanche.
Je serai à Caudry, je serai au Cateau, je serai à Cambrai. On va en savoir un peu où. Je ne sais pas encore. En tout cas, évidemment, le dimanche 30 juin, j'irai soutenir tous les bénévoles et les conseillers municipaux qui doivent tenir les bureaux de vote le 30 juin et le 7 juillet, alors qu'évidemment, ce n'était pas au programme. Donc j'irai les remercier. Pour certains qui ont dû déplacer leur congé. Voilà. Trouver des solutions de garde, etc. etc. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci.